Donc, je vais saluer tous mes amis du Maroc, de Casablanca, principalement, si vous me permettez, le président, le docteur Shraibi, le professeur Shraibi, mon ami Kovnator qui va modérer. Et je souhaite associer à cette présentation le docteur Irwa Liu qui a travaillé avec moi. Donc, effectivement, comme vous l'avez laissé entendre, on va parler de la revascularisation coronaire chirurgicale, dont je me suis occupé pendant de nombreuses années. Ça fait maintenant presque quasiment 50 ans que cette chirurgie coronarienne a débuté et on revisitera en premier de la présentation les techniques telles qu'elles ont évolué au cours des années. On fera appel aux grandes études qui ont été publiées dans les années 2010 et 2020 pour comparer les bénéfices de telle thérapeutique ou de telle thérapeutique. Je rejoindrai, comme vous le verrez, l'analyse qu'a fait le professeur Soulami concernant les problèmes de viabilité et de sélectivité des thérapeutiques. Et si vous me le permettrez, à travers l'expérience qui est la mienne et à travers les publications actuelles, quelques propositions thérapeutiques revisitées. Donc, la chirurgie coronarienne est une chirurgie qui a plus de 50 ans maintenant. Bien évidemment, les chirurgiens ont débuté la revascularisation coronarienne très tôt, dans les années 67. Et tout l'honneur revient au docteur Favaloro, qui en 1967 réalisait aux États-Unis, à la Cleveland Clinic, le premier pontage aorto-coronaire avec un greffon Safen. L'année suivante, un peu plus tard, le docteur George Green, en 1971, donc 4 années après, réalisait pour la première fois un pontage aorto-coronarien avec un greffon mammaire interne. Le mammaire interne naît bien évidemment des sous-clavières et il a eu l'habileté et l'astuce de décrocher la mammaire interne et ensuite d'aller l'implanter sur l'artère interventriculaire antérieure, réalisant en cela la première greffe, le premier pontage aorto-coronaire avec la mammaire interne, dont on verra l'évolution et le bénéfice qu'on peut en tirer à travers cette présentation et l'ensemble des publications qui y réfèrent. Un peu plus tard, mon professeur, le professeur Carpentier, avec qui j'ai appris la chirurgie, réalisait en 1973 un pontage en utilisant le greffon de l'artère radiale qui était associé, comme vous voyez sur le schéma, avec un greffon mammaire interne et un greffon Safen. Ce greffon artère radiale est un greffon artériel qu'on utilise encore aujourd'hui pour compléter les revascularisations coronariennes avec des artères. Un peu plus tard, en 1982, vous voyez comme ça évolue, le professeur Suma, un japonais, avait l'idée d'utiliser l'artère gastro-épiploïque. L'artère gastro-épiploïque est une artère qui naît de l'artère gastro-duodénale, qui vascularise en partie la grande courbure de l'estomac. Et quand on utilise cette artère gastro-épiploïque, on peut la décrocher, la faire passer à travers le diaphragme et l'implanter sur la coronaire droite. Ça permet de revasculariser, comme vous le voyez sur le schéma. Sur le schéma ici, vous voyez l'artère qui est revascularisée et qui va donc permettre cette artère gastro-épiploïque de ponter le territoire de la droite. Un peu plus tard, j'ai été amené à contribuer à la revascularisation coronaire en utilisant la technique de chirurgie directe du tronc coronaire gauche. Comme vous le voyez, les lésions du tronc coronaire gauche peuvent être traitées par abord chirurgical, par voie transpulmonaire. On ouvre l'artère pulmonaire, on aborde directement le tronc coronaire gauche, on le répare, on fait une endartérectomie ou un patch d'élargissement, on restitue un intégrum, donc ce tronc coronaire gauche, et après, bien évidemment, on peut imaginer que nos amis cardiologues vont pouvoir, si nécessaire, procéder à des dilatations. Je voudrais ajouter un autre point de reconstruction coronaire, celui qui a été développé par mon ami Jean Barra, qui consiste en fait à déboucher l'artère interventriculaire antérieure ou en enlevant un avec une artère mammaire interne pour reconstruire cette artère interventriculaire antérieure et pour permettre une revascularisation tant du territoire septal que du territoire diagonal.
Un peu plus tard, dans les années 2000, les chirurgiens ont continué à faire évoluer la technique en utilisant les deux greffons mammaires, mammaire interne droit et mammaire interne gauche, avec différentes possibilités, en mettant la mammaire interne droit sur les VA ou sur les branches latérales, la mammaire droite qu'on peut faire cheminer dans le sinus de Thel, qu'on peut implanter sur les territoires bissectrices ou latérales, ou alors la mettre en parallèle ou la brancher en Y sur la mammaire gauche. Donc vous voyez qu'il y a de multiples possibilités et on peut utiliser également l'artère radiale pour compléter les pontages artériels. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, avec les greffons artériels, que ce soit la mammaire droite, la mammaire gauche ou la radiale, les possibilités de revascularisation sont multiples et on peut dire qu'aujourd'hui, en 2020, on peut revasculariser le territoire gauche avec des greffons artériels sans difficulté majeure. Je dirais un mot sur le cœur battant qui est utilisé assez régulièrement, mais dont il faut connaître d'une part les avantages qui, bien évidemment, affranchissent de la CEC, mais surtout les limites. Les limites sont celles de la perméabilité à distance des greffons artériels, des greffons coronariens, et on a montré qu'à cœur battant, la chirurgie est plus difficile et que le taux de perméabilité des pontages était un peu moins bon, que ceux qui sont réalisés sous CEC. Enfin, les chirurgiens ne sont pas, entre guillemets, obtus et acceptent de proposer, dans certaines circonstances, avec les cardiologues interventionnels, des méthodes de revascularisation dites hybrides, avec d'un côté donc les pontages orthocoronaires, et en particulier les pontages mammaires internes, et d'autre part la mise en place de stents dans le territoire de la coronaire droite pour faire bénéficier ces patients de procédures qui sont complètes, qui sont de bonne qualité et qui, dans certaines circonstances, diminuent, entre guillemets, la lourdeur chirurgicale. Après ces résultats donc, de ces différentes évolutions des techniques chirurgicales, vous voyez que les chirurgies ont de multiples ressorts pour, entre guillemets, réaliser ces pontages orthocoronaires. Il est évident qu'on doit aujourd'hui pouvoir comparer les bénéfices des traitements médicaux, l'approche par angioplastie et les pontages. Et on va essayer de revoir, à l'occasion de cette dernière décennie, entre 2010 et 2020, un certain nombre d'articles et de références et d'études qui permettent de, comment dirais-je, de mieux préciser l'intérêt des différentes approches thérapeutiques, qu'elles soient médicales, les stents ou les pontages. Alors tout d'abord pour le diabète. Chez les patients multitronculaires, diabétiques, l'étude Freedom, la première fois en 2012, avec 5 ans de recul, montre manifestement le bénéfice chez ces patients multitronculaires diabétiques de la revascularisation chirurgicale par rapport au traitement par angioplastie, avec à terme, à 5 ans, des bénéfices qui montrent que la morbimortalité est environ 1,5 fois moins importante que celle qui est obtenue par les angioplasties. Cette étude a été complétée en 2018 par un recul à 8 ans qui confirme là encore, comme vous le voyez, ces courbes de survie. Les courbes en rouge montrent les patients qui ont été pontés, les courbes en bleu, les patients qui ont été traités par stent. On peut dire que manifestement, la chirurgie chez les diabétiques, chez les patients multitronculaires, apporte un bénéfice certain à terme. Et enfin, on va avancer. Il est intéressant de savoir et de comparer et de savoir si le diabète avait une influence sur les pontages artériels ou sur les greffons veineux. On a constaté qu'à 15 ou 20 ans, le diabète n'avait pas d'influence sur la perméabilité des pontages. En haut, ce sont les artères mammaires, et en bas, en jaune et rouge, ce sont les veines. Par contre, il est clair, et cette observation, cette étude montre très bien ce qu'il en a été, les pontages mammaires internes ont une perméabilité à 10 ans, 15 ans, 20 ans qui reste aux alentours de 90-95%, alors que vous voyez les pontages veineux ont une attrition de perméabilité très importante. À 10 ans, on a à peine 50% de greffons veineux qui restent perméables. Diapositive suivante. Maintenant, je vais prendre l'étude Syntax que vous avez tous, que vous connaissez tous. L'étude Syntax est une étude comparative chez les multitronculaires entre les patients traités par stent et les patients traités par pontage orthocoronaire avec une mammaire ou 2 mammaires. Là encore, 2 éléments apparaissent. D'une part, les patients qui sont porteurs d'un diabète bénéficient clairement de la revascularisation chirurgicale,
avec des taux de mortalité de 10% à 5 ans, alors qu'ils sont à 15% chez les diabétiques. Par contre, dans cette partie de l'étude, le tronc coronaire n'apparaît pas significatif entre les deux thérapeutiques. Par contre, chez les patients qui sont multitronculaires sévères, la mortalité est plus importante chez les patients stentés que chez les patients pontés. Donc la chirurgie, et en particulier l'utilisation des mammaires, apporte un bénéfice chez ces multitronculaires. Cette étude syntaxe a été complétée par un suivi à 10 ans, et là encore, on montre que la chirurgie est manifestement bénéficiaire chez ces multitronculaires dans différentes séries, et plus particulièrement chez les patients avec un score syntaxe très élevé, où la chirurgie fait beaucoup mieux. Diapo suivante. Vous voyez que là, sur ce diapo qui résume en fait par des courbes, l'étude syntaxe à 10 ans est très clairement en faveur de la revascularisation chirurgicale. Diapo suivante. Alors, l'étude ART visait à comparer les revascularisations avec une mammaire ou avec deux mammaires. Elle ne s'est pas montrée probante parce qu'il y avait des biais méthodologiques, mais on verra malgré tout que cette approche de double mammaire est quand même très positive. Diapositive suivante. Vous avez ici une étude qui a comparé les pontages, monopontage mammaire avec les stents BMS, les stents métalliques, ou les doubles mammaires avec les BMS. Vous voyez que manifestement, dans cette série de patients, bien évidemment ce sont des BMS, mais le bénéfice des doubles mammaires a été très en faveur à 8 ans des patients qui ont été revascularisés et traités par stent BMS. Diapo suivante. On a les mêmes résultats avec les patients qui avaient été traités par un DES, un stent actif, et on voit que là encore, dans le groupe de double mammaire par rapport à DES, le bénéfice est manifestement en faveur de la chirurgie. Alors, un point d'accroche complémentaire, vous avez ici la comparaison sur 10 ans du suivi des patients qui ont eu un BMS, un stent métallique ou un stent actif. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les patients qui ont eu un BMS ont une mortalité plus importante que les patients qui avaient un DES, mais par contre, on constate que le taux combiné des réinterventions et, somme toute, de la mortalité est quasiment le même chez les patients qui avaient un BMS ou un DES. Néanmoins, on ne discutera pas le bénéfice du DES, en particulier pour ce qui concerne la mortalité des patients à l'avant. Ici, vous avez l'étude Stitch. L'étude Stitch visait chez les patients porteurs d'une cardiopathie ischémique sévère à comparer le traitement médical au pontage. Il est évident dans ces courbes qu'à 10 ans, la revascularisation chirurgicale est bénéfice pour le groupe de patients qui ont été pontés par rapport à ceux qui ont été traités médicalement. Mais on verra ultérieurement les conditions de ce prérequis pour que le bénéfice soit vraiment évident. Diapo suivante. Vous avez ici une étude que nous avons faite à Nancy sur 1000 patients qui avaient bénéficié d'une double mammaire, et on a vu si l'âge du patient lors de l'opération importait concernant le bénéfice de la double mammaire. Il est clairement apparent à travers ce diagramme que les patients qui sont jeunes, qui ont moins de 65 ans, moins de 70 ans, bénéficient à long terme, à 12 ans, d'une revascularisation double mammaire, ce qui n'est pas le cas pour les patients plus âgés, bien évidemment, l'âge étant un facteur influent à la morbidité par des mortalités adjacentes. Donc, on peut de ce graphique tirer l'intérêt des doubles mammaires chez les patients relativement jeunes, 65 ans, 70 ans. Diapo suivante. Ici, vous avez l'étude Courage. L'étude Courage comparait le traitement médical au traitement médical plus angioplastie. Mais vous voyez qu'à 15 ans, chez les patients avec une ischémie stable, il n'y a pas de bénéfice clair et évident associé au traitement médical, un traitement par angioplastie, chez ce type de patients, chez patients qui présentaient une ischémie stable. Diapo suivante. Et dans l'étude ischémia qui était citée précédemment par notre collègue Soulami, on retrouve entre guillemets la même réflexion, c'est-à-dire qu'en cas d'une ischémie modérée, eh bien, le traitement médical à 3 ans fait quasiment aussi bien que le traitement, qu'il soit par pontage ou par angioplastie. Donc, toutes ces interrogations sont, entre guillemets, fortes de conséquences et doivent nous interpeller. Alors, si vous me permettrez, je vais résumer maintenant
Ce qu'on peut tirer de ces études, c'est que dans les patients avec une ischémie modérée, aussi symptomatique, le traitement médical bien conduit et le traitement de choix, la revascularisation se discute, et on verra entre guillemets les conditions de ces discussions. Chez les patients qui présentent une coronaropathie plus un diabète, la revascularisation se justifie et bien évidemment le pontage apparaît préférable à l'angioplastie. Chez les multitronculaires complexes, il faut les revasculariser et quand la pathologie coronarienne est très complexe, le pontage à 10 ans fait mieux que l'angioplastie. L'utilisation des greffons artériels, en particulier des greffons multiples, doit être privilégiée chez les patients de moins de 70 ans. Pour les patients qui ont une cardiopathie ischémique sévère, bien évidemment, le traitement médical bien conduit est le prérequis, et si on doit aller plus loin, le pontage est préférable, semble-t-il, à l'angioplastie. Mais tout ça est quelque part un peu discordant, comme cela a été souligné précédemment, avec la clinique. On constate qu'il y a des discordances entre les pratiques cliniques et les recommandations, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, vous avez ici donc l'arsenal thérapeutique. Traitement médical, angioplastie et chirurgie par revascularisation. On va essayer de voir pourquoi, entre guillemets, ces résultats sont un peu discordants et vers quoi il vaudrait mieux s'orienter. Alors, je rejoins ce qui était dit précédemment par notre collègue Soulami, et en particulier concernant l'apport de la FFR qu'elle était. Mais il est bien clair qu'une sténose significative, qu'elle a été entre guillemets décrite précédemment, va être un élément très important dans la vascularisation. Et on peut considérer maintenant qu'une sténose qui doit être considérée comme significative doit dépasser 70%. Et les tests de FFR permettent d'être discriminants entre les sténoses qui ne sont pas significatives, les sténoses qui sont significatives et qui doivent justifier un traitement thérapeutique, que ce soit par angioplastie ou par chirurgie. C'est corroboré par cette étude qui montre que les patients qui avaient une FFR supérieure à 0,8 sur la gauche avaient un taux de pontage qui était moins bon que les patients qui avaient eu, entre guillemets, des pontages avec une FFR basse, ce qui veut dire que la sténose, chez ces patients-là, était significative, il n'y avait pas de compétition de flot et le patient bénéficiait du pontage. Ici, j'ai souhaité introduire un nouveau concept, le concept du greffon bioactif de la mammaire. Pourquoi? Parce que la mammaire est un greffon actif et on sait que la mammaire sécrète du NO, sécrète des prostaglandines et sécrète un élément qu'on appelle l'acide époxique qui a un effet vasodilatateur. Donc ce greffon, qui est un greffon bioactif, va bien évidemment se protéger. Vous voyez qu'à 12 ans, la mammaire est quasiment un datégrome par rapport à la saphène qui est quasiment occluse. Et par ailleurs, ce greffon artériel bioactif va avoir une influence sur le lit aval. Vous avez ici l'intérêt de la perfusion régionale comme ça a été abordé précédemment. L'intérêt de la perfusion régionale est de détecter les segments ischémiques à l'effort plus particulièrement, qui vont souffrir, qui sont mal perfusés en rapport avec une sténose. Et vous voyez dans les schémas du bas que la sténose qui est significative, après pontage, on constate que les territoires sont beaucoup mieux revascularisés et que par ailleurs, le flux dans l'artère va permettre, entre guillemets, une perfusion tissulaire de meilleure qualité. Et ceci a été corroboré par une analyse et un concept que j'ai dénommé un peu peut-être trivialement le concept GPS, qui associe le greffon, la perfusion distale et la sténose. Si on prend la sténose, on voit que la sténose va induire en aval, je dirais, des modifications de la microcirculation, des modifications de la perfusion, et une ischémie qui va se manifester, en particulier par des syndromes pro-inflammatoires, des syndromes pro-prolifératifs, des thrombus, avec en conséquence de la fibrose et une altération, entre guillemets, de l'athérosclérose. Par contre, dès qu'on met, entre guillemets, un greffon artériel mammaire, sous l'influence du NO, des prostaglandines et des éléments vasodilatateurs, on va corriger et prévenir
l'activité antiproliférative, on va avoir un effet anti-inflammatoire, antithrombotique, et on va, entre guillemets, avoir une perfusion tissulaire de qualité, faisant passer une zone distale, une ischémie avec la microcirculation qui a été modifiée et qui est altérée, comme cela a été évoqué précédemment, à une zone qui normalise la microcirculation. Et je crois que cette importance de ce triple concept, la sténose, un greffon actif et entre guillemets une zone tissulaire viable, doit être l'élément qui doit guider les revascularisations, qu'elles soient entre guillemets par stent ou qu'elles soient par pontage de greffon artériel. Donc vous voyez, ce qui apparaît quelque part et qui doit être en considération, comme a été évoqué précédemment, pour guider les revascularisations. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut, entre guillemets, avoir comme schéma thérapeutique? Il est évident que, à travers les études qui sont maintenant publiées, dans l'angor instable, le traitement médical doit être optimal. Et on sait qu'un traitement médical optimal, c'est 70% de réduction de mortalité ou d'infarctus à 2 ans. Ça a été souligné précédemment et je reprends ce propos pour moi également. En cas, entre guillemets, de patients qui présentent des symptômes persistants, une anatomie à travers une coronaropathie sévère, des signes d'ischémie, une dysfonction ventriculaire, doit se discuter à ce moment-là la revascularisation. Je n'entre pas sur le schéma décisionnel, mais je pense que cette discussion doit se faire avec le cardiologue non interventionnel qui conduit le traitement médical, qui connaît son patient, le cardiologue interventionnel qui fait la coronarographie, et d'autre part le chirurgien cardiaque pour choisir la meilleure stratégie. Je sais que c'est un vœu pieux, mais je pense que maintenant, au vu des résultats actuels que l'on a acquis ces 10 dernières années, et comme cela a été montré précédemment, ce dialogue, cette discussion doit se faire en introduisant, je dirais, les différentes armes thérapeutiques pour choisir la meilleure pour les patients. Donc, au final, en 2020, la chirurgie coronaire s'adresse plus particulièrement aux patients symptomatiques, angoreux, douleurs irradiées, dyspnées, aux patients qui présentent des signes d'ischémie, et pour moi, ce sont des patients symptomatiques, même si bien évidemment chez les diabétiques, la douleur est souvent absente, en particulier attestés par des tests d'effort ou des stress tests tels que les stress réalisés par IRM. La chirurgie s'adresse aux patients rétronculaires, et là j'insiste sur le fait de rechercher les sténoses fonctionnelles à travers, entre guillemets, le concept de GPS pour diligenter les greffons artériels vers les zones qui sont menacées en aval d'une sténose dans un territoire viable. Les lésions du tronc coronaire, me semble-t-il, doivent bénéficier encore aujourd'hui d'une revascularisation, en particulier lorsque le score syntaxe associé à la lésion du tronc coronaire, le score syntaxe est élevé. Les fractions d'éjection basse, les patients qui ont eu des infarctus, bien évidemment, peuvent bénéficier de la chirurgie si la chirurgie s'adresse à des territoires myocardiques viables. Donc la viabilité, comme cela a été évoqué précédemment, est un élément qui doit guider la chirurgie chez les patients qui ont une altération de la fonction ventriculaire. Et les diabétiques multitronculaires, semble-t-il, doivent bénéficier d'une revascularisation chirurgicale par greffon artériel mère. Diapositive l'avant-dernière. Donc, les recommandations que l'on peut faire de façon, entre guillemets, rationnelle aujourd'hui, les objectifs que la chirurgie doit s'astreindre entre 2020 et 2025, c'est d'utiliser au maximum les doubles mammaires dans au moins 70% des patients, en particulier chez les patients qui ont moins de 70 ans. La revascularisation artérielle doit être autant complète que possible, mais, entre guillemets, elle doit être, si elle est incomplète, appropriée et guidée par, entre guillemets, les tests qui vont permettre de revasculariser préférentiellement les territoires ischémiés en aval d'une sténose significative. La mortalité périopératoire doit être relativement basse, à moins de 2% aujourd'hui, en particulier dans l'angor instable. C'est un chiffre qu'on doit atteindre dans le cadre d'une bonne pratique chirurgicale. Et à 4 ans, l'ensemble de la chirurgie coronarienne doit avoir pour objectif d'avoir des complications, entre guillemets, coronariennes, vasculaires, mortalité de moins de 10% à 4 ans. Diapositive suivante. Je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait disposé avec vous
à répondre aux différentes interrogations ou aux questions que vous pourriez avoir après ma présentation.